qui se passe. Il a déjà été dit que nous entrons dans une nouvelle période où oppression et résistance vont et sont en train de prendre de formes nouvelles, qui sera certainement encore davantage barbare, donc les promesses ne sont pas ainsi immédiates. Il n'y a pas de retour dans la situation fordiste ou la situation nationale de nos traditions de lutte. Ce qui est le gros problème, parce que la gauche a une tradition nationale. L'internationalisme a été ou bien très théorique, ou bien vicié. Nous sommes dans une phase d'expérimentation. Aussi de l'autre côté. C'est-à-dire, je pense qu'il faut repenser la notion de révolution passive. Parce qu'au temps de Gramsci, c'était encore conçu comme un processus institutionnel qui avait un grand sujet. Et peut-être que c'était le cas avec Bismarck et Cavour, mais aujourd'hui, la révolution passive, comme la résistance et la contre-proposition, devront prendre forme dans des expérimentations, dans des phases où personne ne sait où on va. Et il faut dire, peut-être, vous vous rappelez qu'en 2007 et 2008, beaucoup de monde disait maintenant c'est la fin de la phase néolibérale. Le néolibéralisme a montré qu'il ne sert à rien. Il n'a tenu aucun de ses promesses. Maintenant, nous devons voir que cette idée de stade était une illusion. Le stade néolibéral n'est pas fini, parce qu'il n'y a pas de stade dans ce sens. Il n'y a que la domination capitaliste qui se réaffirme dans ses formes élémentaires, bien que dans une nouvelle constellation. C'est-à-dire qu'il n'y a ni de retour en arrière, ni l'illusion de pouvoir laisser Marx au XIXe siècle, ce qui a été une illusion commune dans le mouvement socialiste et communiste du XXe siècle. Et pour vraiment aborder ça, il faut aussi se rappeler d'une autre chose dont nous nous sommes aperçus dans les années 70. Il n'y a pas seulement le capitalisme. La domination capitaliste n'est pas le seul problème auquel nous sommes confrontés. La domination capitaliste a ses complices dans des structures de domination et des techniques de pouvoir qui ont leurs contradictions et matérialités spécifiques, qui ne sont pas des simples émanations de la domination capitaliste. Et dans notre tradition, nous n'avons pas beaucoup de moyens d'affronter ce problème de l'unité dans la diversité. Ou bien on est du côté de l'unité, ou bien on est du côté de la pluralité. Mais il y a ici à penser une nouvelle unité de luttes diverses à unifier contre des ennemis communs qui sont alliés eux aussi par des complicités. C'est une pensée qu'il faut encore avancer. Par exemple, je crois que la crise écologique mondiale, dont personne n'a parlé jusqu'ici, provoquée par le pillage des systèmes écologiques et des ressources biosystémiques, matérielles et énergétiques naturelles, a pour effet de faire ressortir toujours plus clairement les côtés destructeurs de la fameuse destruction créatrice du mode de production capitaliste qui a été par exemple vanté par Schumpeter et beaucoup de ses suiveurs. Dans ce sens, la crise
de l'accumulation capitaliste que nous vivons est profondément surdéterminé par d'autres crises et ce qui ne change pas son urgence, mais le renforce. La grande question que nous devrons affronter, c'est comment nous pouvons, dans une situation où il n'y a pas de retour aux États-nations, où même le nationalisme et le populisme de droite est un danger assez réel, aussi en Grèce, j'ai l'impression, bien que c'est pas majoritaire. Comment développer de nouvelles pratiques transnationales, un nouvel internationalisme qui fonctionne et une politique à l'échelle européenne qui sera capable de faire face aux grands défis qui nous est lancé. Ces nouvelles pratiques avaient déjà commencé à se développer. Par exemple, la marche européenne contre le chômage, les forums sociaux mondiaux et européens, mais elles ont été quasiment noyées par l'offensive actuelle dans laquelle la crise structurelle de l'accumulation capitaliste, qui a puis provoqué l'endettement des États, d'où les grands États essaient de sortir par des compétitions de nouvel ordre et par une lutte pour l'hégémonie. Parce qu'il ne faut pas oublier dans la crise de l'euro le côté de la rivalité des centres impérialistes. Les États-Unis et leur agence d'évaluation sont un facteur important dans la crise de l'euro. Et j'ai l'impression qu'il y a eu le traité de Lisbonne où, assez frileusement, si j'ose dire, l'Union européenne a promis d'être l'espace le plus concurrentiel du monde dans 20 ans, qui est maintenant. Il y a eu une contre-attaque importante des agences d'évaluation des États-Unis, qui a provoqué entre autres la crise de l'euro et la crise des États PIG, Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne. Et actuellement, il y a de la part de la concurrence européenne sous hégémonie allemande la tentative de montrer que l'Europe peut résoudre le problème que les États-Unis ne sont pas capables de résoudre. C'est-à-dire de faire de l'Europe un modèle d'un néolibéralisme encore renforcé, plus radical, plus concurrentiel, et ainsi affirmer une hégémonie possible de l'euro à l'échelle mondiale dans la concurrence avec les États-Unis, évidemment, avec tout ce que nous avons écouté comme effet sur les populations européennes. Dans cette situation, il est évidemment nécessaire de lutter pour une autre Europe. Il y a été question de l'euro, de refonder, de réapproprier démocratiquement aussi. Mais comment le faire? C'est certainement nécessaire de ne pas se laisser prendre par le leurre du niveau de la politique européenne. Il faut introduire la dimension de solidarité européenne dans les luttes nationales et régionales. Il faut faire, pour ainsi dire, ses devoirs pour faire à la maison pour chacune des espaces politiques qui sont encore des États nationaux qui, dans le Conseil des ministres, déterminent en dernière instance la politique européenne. En Allemagne, nous avons certainement beaucoup de devoirs pour faire la maison à faire. Il sera nécessaire d'avoir des hausses
substantielle des salaires. Il sera nécessaire, les luttes pour ceci sont en train. Il y a la nécessité absolue de lutter pour l'introduction d'un salaire minimum, parce qu'on n'a pas de salaire minimum légal maintenant. Il y a la nécessité de lutte contre les réductions des assistances sociales et des pensions. Il y a la nécessité en Allemagne de lutte pour réinclure le secteur précaire et le secteur à bas salaire qui a été énormément développé dans les dernières 30 années, la déflation salariale dont vous avez parlé. Il y a la nécessité de lutter en Allemagne pour réévaluer le public contre les privatisations et concrètement en Allemagne de lutter pour ce qu'on dit la communalisation de certaines entreprises de production de biens publics. Et il y a la nécessité en Allemagne de réapproprier l'État, de lutter pour une taxation plus élevée pour pouvoir faire les politiques nécessaires. Ceci est nécessaire du côté allemand. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je ne vais pas dire ce que sera nécessaire au niveau français ou au niveau grec. Je crois qu'il y a d'autres qui sont mieux qualifiés pour le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen? Il faut créer, et je crois qu'on est en train de commencer à le faire, un espace commun de solidarité populaire et aussi de contre-hégémonie intellectuelle pour vraiment adresser cette situation nouvelle, cette situation d'une grande initiative du côté opposé, dominant, pour réellement changer la donne dans le sens d'une révolution passive et trouver moyen de contrer ça et d'y trouver la dynamique et la force et les forces pour une contre-attaque émancipatrice. Certainement, une telle alternative européenne ne sera pas monocolore. Elle sera certainement une alternative européenne qui contient beaucoup d'alternatives nationales et régionales. Pour terminer, je voudrais vous faire parvenir deux messages. Un groupe d'amis jeunes à Berlin m'a chargé de le livrer ici. Je cite: à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le capitalisme M31, notre groupe se joint à la résistance européenne et exprimera son entière solidarité par un rassemblement qui se tiendra à Francfort face à la Banque centrale européenne. La lutte continue, c'est aujourd'hui. Et je voudrais citer d'une déclaration de l'Association pour la recherche sociale critique en Allemagne qui mentionne cette action du 31 mars, le Global Day of Action le 12 mai et la mobilisation internationale à Francfort pour le 17 et le 19 mai, trois initiatives qui existent, qu'on doit pas séparer mais essayer de faire fonctionner ensemble, et il oriente vers des éléments alternatifs, une solution de la crise, très simplement, ne pas ratifier le pacte fiscal, reprendre le paquet de lois européennes sur la gouvernance économique, éliminer les dettes souveraines, introduire des contrôles des capitaux et transformer les banques dans des services publics
répartir la richesse sociale par un nouvel système de taxes, de haut en bas, créer un programme socio-écologique d'investissement pour créer une infrastructure sociale et la conversion écologique, raccourcir le temps de travail, réduire le temps de travail, démocratisation radicale de politique et d'économie sur tous les niveaux et terminer la politique raciste de clôture des frontières, droit de séjour et papier pour tous, contre la Union européenne autoritaire néolibérale des quelques-uns. Nous proposons une Europe des multitudes démocratiques et socio-écologiques. Un grand merci à Figaro de Wolf. Je passe la parole tout de suite à Étienne Bagdad. Merci Dimitri. Je suis très honoré, très heureux de prendre la parole après mon ami Frida Wolf, dont toute la vie, depuis la révolution des œillets au Portugal jusqu'au mouvement alternatif allemand d'aujourd'hui, dont il vient de nous rapporter les projets, est un symbole d'internationalisme européen. Mais je suis intimidé d'être le dernier à parler. J'aimerais bien être Démosthène. Je ne le suis pas. Et pourtant, je voudrais commencer comme lui, proton men athenaioi, theois, kaiterai sokomai, etc. Alors, il s'agit de parler, comme tous ceux qui vont précéder, et en plein accord avec eux, du point de non-retour qui, manifestement, vient d'être atteint dans la période immédiatement précédente, au cours des mois qui viennent de s'écouler, dans ce que nous appelons évidemment de mots traditionnels la crise, j'y reviendrai, crise économique bien sûr, crise sociale, crise politique, crise morale, au sens le plus profond du terme, et par conséquent aussi, en faisant appel à d'autres catégories, l'état d'exception de plus en plus permanent, de plus en plus durable que nous vivons aujourd'hui et dont nous essayons de parer tant bien que mal les conséquences catastrophiques. Un autre mot qui me vient à l'esprit, on parlait tout à l'heure de Gramsci, c'est celui dont Gramsci précisément s'était servi, renversant en quelque sorte ou corrigeant, suivant la règle bien connue du pessimisme de l'intelligence, la formule célèbre dont Lénine s'était servi pour caractériser une situation révolutionnaire. Lénine disait: la situation est révolutionnaire parce que ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant, et ceux d'en bas ne veulent plus être gouvernés comme avant, ne supportent plus d'être gouvernés comme avant. Gramsci avait complété cette formule en disant: l'interregnum dans lequel nous nous trouvons, c'était le début des années 20, la montée du fascisme, est un moment dans lequel l'ancien est mort, même si ça ne se voit pas toujours de façon manifeste, et où le nouveau n'est pas encore né, ou peut-être il est en train de naître, mais il ne le sait pas. Les formes sous lesquelles il pourra grandir ne sont pas encore visibles. La situation est de ce type, elle est donc, nous l'avons tous dit, sérieuse et même grave. Et comme ceux qui m'ont précédé, je voudrais essayer d'en parler d'un double point de vue. Du point de vue de la Grèce et du point de vue de l'Europe.
Nous sommes tous des Grecs, nous sommes tous des Européens. Mais il n'est pas évident qu'il soit facile de tenir ces deux prises de position, surtout peut-être dans un pays comme la France. Les deux points de vue ne sont pas exactement réversibles et pourtant ils sont inséparables. Car la destruction de la Grèce, c'est aussi la fin de l'Europe. Alors naturellement, chacun de ces deux termes ou de ces deux formules appelle des qualifications. Qu'appelons-nous la Grèce? Non pas évidemment un ensemble indistinct, un bloc, une unité sans faille. Nous le savons et on l'a redit ici et même avec des chiffres, toute une partie de la classe dirigeante grecque et autour d'elle bien entendu beaucoup de ses clients, non seulement a profité de la corruption, mais profite aujourd'hui largement de la crise, comme elle s'était servie antérieurement de la falsification des comptes publics ou des contrats juteux. Elle a spéculé et elle spécule contre son propre peuple, son propre environnement, son propre patrimoine culturel. Et cependant, nous devons et nous pouvons parler de la Grèce parce qu'il y a là une nation historique, une nation de citoyens, fondée sur une longue capacité d'autodétermination et sur un tissu de solidarité qui est aujourd'hui attaqué et remis en question. Or, l'Europe n'est rien si elle n'est pas la fédération de telles nations historiques. L'Europe dont il s'agit ici, ce n'est pas une Europe idéale, ce n'est pas un hymne, ce n'est pas un drapeau avec plus ou moins d'étoiles. C'est une Europe réelle, c'est-à-dire une histoire complexe, mais chargée néanmoins de promesses communes. C'est un cadre institutionnel possible pour une expérience précisément de continuation et de réinvention de la citoyenneté et donc aussi d'affirmation de certains droits fondamentaux dont certains sont des droits personnels, des libertés précieuses. Il n'est que de regarder autour de nous dans le monde d'aujourd'hui pour comprendre que si grave soit de ce point de vue la situation, et elle l'est pour certaines catégories, on évoquait tout à l'heure les immigrés qui, bien entendu, de mon point de vue, font aussi partie de la société européenne, elle pourrait être ou devenir encore pire. Et bien entendu, il s'agit aussi de l'égalité, c'est-à-dire de droits sociaux fondamentaux. Je dis c'est la fin de l'Europe, mais je ne sais pas exactement sous quelle forme. Tout est encore possible entre une dissolution de l'Union européenne, des ensembles historiques qui paraissaient indestructibles, à tort ou à raison, ont été rayés de la carte, même si leur principe d'unité n'était pas exactement le même. L'Union soviétique avait duré 80 ans, fondée sur l'hégémonie d'une idéologie et d'un appareil politique en fait totalitaire. L'Union européenne s'est construite autour d'institutions, de solidarité, d'alliances politiques, de projets monétaires dont on vient d'expliquer le caractère paradoxal. Le problème n'est pas exactement le même, mais l'avenir n'est pas davantage garanti. Il pourrait s'agir aussi, bien entendu, de scission. On parle de plusieurs zones. Elles existent déjà, d'ailleurs, en fait, dans une certaine mesure, de séparation d'une Europe du Nord et d'une Europe du Sud, de sortie par le haut pour certains pays, ou d'expulsion par le bas pour certains autres. Et là, nous revenons à la question grecque. Je suis de ceux qui pensent que l'exclusion d'un seul des membres de l'Union européenne actuelle serait en fait le point de départ d'un processus de réaction en chaîne dont les conséquences seraient catastrophiques et que les classes dirigeantes
des pays du nord de l'Europe seraient parfaitement incapables de contrôler. Peut-être aussi une crise interminable traversée de soubresauts et donnant lieu, bien entendu, à une radicalisation croissante des antagonismes, au développement des nationalismes, voire des néofascismes, dont on observe déjà plusieurs. En quoi consiste la destruction de la Grèce? On l'a déjà dit, et je ne ferai que le répéter. Relevons 4 aspects, si vous voulez bien. Une paupérisation massive qui projette toute une partie de la population dans la catégorie des hommes superflus. C'est cette transformation de la biopolitique en thanatopolitique à laquelle Dimitri Vergaitis vient de procurer des illustrations frappantes et terribles. C'est sous prétexte de garantir le service de la dette et la solvabilité de finances publiques qui simultanément s'effondrent sous le poids de prêts internationaux usuraires, une liquidation à bas prix des biens publics au profit d'acquéreurs étrangers ou même nationaux, quelquefois liés entre eux, l'évasion fiscale et bancaire des fortunes grecques attend le moment propice pour revenir et rentrer dans le capital des sociétés privatisées. C'est une dislocation de la société politique tout entière, c'est-à-dire une transformation de la communauté nationale en espace de guerre sociale larvée, mais aussi parfois ouverte, violemment exclusive. On a cité, il faut le redire ici bien sûr, la question des étrangers, mais il faut bien voir aussi que toute une partie du nouveau prolétariat, de ces hommes superflus auxquels je faisais allusion tout à l'heure, sont des paysans, des ouvriers, des petits bourgeois, et en France nous avons le même phénomène. Et enfin, c'est une conversion du système politique en une sorte de protectorat ou de système de gouvernance surveillée pour lequel, dans une de ses significations classiques en philosophie et en sciences politiques, la catégorie de police ou de police généralisée convient exactement, aux fins, on l'a dit ici, tout particulièrement de liquidation des acquis sociaux, des droits sociaux, du droit du travail, et d'autonomisation comme une sorte de corps parasite, mais tout puissant au sein du système politique, de l'administration financière, du budget des finances publiques et de la politique économique. Est-ce que cette destruction correspond à un plan? Et de qui serait l'auteur de ce plan? Je dirais oui et non. Il y a cette dimension systémique à laquelle faisait allusion tout à l'heure Alain Badiou et que Frieder Wolf a lui aussi illustré en d'autres termes. Et il faut bien voir que le système, en l'occurrence, n'est pas une force simplement abstraite et anonyme. Il a des représentants très organisés qui savent ce qu'ils feront, au moins à court terme, qui sont capables de s'accorder entre eux. Un nom, au fond, symbolise cette incarnation, en quelque sorte, de la logique du système, c'est la troïka auquel aujourd'hui le peuple grec se trouve soumis. Mais d'un autre côté, ne surestimons pas le degré de cohérence et d'intentionnalité de ce plan, ou si vous préférez, disons les choses dans l'autre sens, ne sous-estimons pas la profondeur, la violence des contradictions qui, en réalité, lui sont inhérentes et qui garantissent rien moins que la continuité des politiques actuelles. Il n'y a rien d'évident, je parle sous le contrôle de mon voisin de droite, à ce que les objectifs de la préservation de l'euro ou de la valeur de l'euro
et ceux des profits bancaires soient en réalité compatibles ou cohérents. Et il est très frappant, naturellement, de ce point de vue, que la Banque Centrale Européenne ait, dans la dernière période, fait son choix, contrairement à ce qu'on dit. Je crois qu'on peut soutenir que la Banque Centrale Européenne ne travaille pas pour l'euro, ou en tout cas, elle travaille toujours beaucoup plus pour les banques que pour l'euro. Et puis, il y a ces conflits d'intérêts anti-impérialistes. On a pu croire à un moment donné que Merkozy était devenu une sorte de chef politique du conservatisme européen. Je n'en crois rien. Je n'en crois rien, non seulement à cause des problèmes de personnes et d'incompatibilité d'humeur entre la chancelière allemande et le président français, mais surtout parce que, en réalité, les deux pays qui se sont voulus à un certain moment moteurs de la construction européenne n'ont pas en fait les mêmes intérêts dans la période qui vient sur le long terme. Alors ceci commande aussi bien sûr l'idée que nous pouvons nous faire des objectifs de résistance, et je vais y venir. Où en est la destruction de l'Europe, considérée cette fois comme un tout, en fait, j'y suis déjà passé. Bon. La première question, et on n'a pas le temps d'y revenir dans tous les détails,